4h30 du matin, le jour de la Saint-Valentin. Alors que d'autres épouses rêvaient de roses, Sarah Miller fut réveillée par un cadeau cruel, une vidéo explicite de son propre mari et de sa belle jeune maîtresse, accompagnée d'un message provocateur, « Tu es de l'histoire ancienne, il est temps de prendre ta retraite ». Mais Sarah ne pleura pas et ne se donna pas la peine de hurler. Elle choisit une scène bien plus dévastatrice pour sa réponse, le journal télévisé matinal de l'entreprise diffusé en direct, livré à l'ensemble du conseil d'administration et au personnel d'une simple pression glaciale sur un bouton. Elle allait transformer leur Saint-Valentin en jour de règlement de compte pour son mari infidèle et sa maîtresse sans pudeur, leur faisant perdre carrière et réputation en un seul instant brutal. Bienvenue au séisme en direct sur la chaîne Real Life Romance. 4h30 du matin. Le bourdonnement strident d'un SMS déchira le silence de la brume d'avant l'aube suspendue sur Burlington, dans le Vermont. Ce n'était pas un mot doux, ni une notification pour des fleurs ou des chocolats. Brillant sur l'écran du téléphone dans l'obscurité, un message provenant d'un numéro inconnu était joint à un fichier vidéo d'une durée exacte d'1 minute et 30 secondes. La main de Sarah trembla lorsqu'elle appuya sur lecture. Ce qui la frappa ne fut pas un clip de film romantique, mais le dos nu bien trop familier de l'homme avec qui elle partageait son lit depuis 5 ans. Le bruit des halètements, les rires étouffés d'une femme inconnue, chaque note était un éclat de glace se tordant dans son cœur. Une voix roucoula, « Est-ce que Sarah est déjà réveillée, chérie ? Ou est-ce que la vieille dame rêve encore de sa petite vie heureuse ?» Le ciel de Burlington, en ce matin de février, conservait encore le froid cinglant propre aux hivers de la Nouvelle-Angleterre. Un brouillard épais s'élevait du lac Champlain, s'insinuant dans les rues de la petite ville et pressant son souffle glacé contre les vitres hermétiquement fermées. Aujourd'hui, c'était la Saint-Valentin. Sarah se réveilla avant son réveil, une habitude professionnelle ancrée en elle en tant que productrice de nouvelles et directrice du contenu chez Nordstar Media. Elle tendit instinctivement la main vers l'autre côté du lit, cherchant de la chaleur, mais ses doigts fins ne rencontrèrent que les draps froids et étrangement lisses d'un espace vide. Mark, son mari, n'était pas rentré à la maison la nuit dernière, une fois de plus. L'excuse qu'il avait donnée était, comme toujours, parfaitement raisonnable, « Je dois recevoir des clients à Stowe avec le PDG. Le projet d'écotourisme est dans sa phase finale. Chérie, s'il te plaît, comprends-moi. » Sarah soupira, son souffle formant un petit nuage blanc qui s'évanouit dans l'air frais. Elle s'assit, glissant une mèche de cheveux égarés derrière son oreille, essayant de réprimer l'inquiétude qui grandissait en elle depuis des mois. Elle tenta de se calmer avec la logique d'une épouse compréhensive, un homme concentré sur sa carrière est une bonne chose. Je ne devrais pas être si méfiante. Tout ce que Mark fait, c'est pour notre avenir, pour l'enfant que nous prévoyons d'avoir cette année. Elle attrapa son téléphone pour éteindre l'alarme réglée pour sonner dans 5 minutes. Lorsque l'écran s'alluma, la première chose qu'elle vit ne fut pas leur photo de mariage radieuse, mais une notification WhatsApp. L'expéditeur s'appelait « Ton remplacement » et l'avatar était une mystérieuse rose noire. Sarah fronça les sourcils. Qui pouvait envoyer un message à cette heure-ci ? Ce devait être une erreur de numéro ou un spam. Mais l'intuition d'une femme, ce sixième sens douloureusement aiguisé, lui dit que ce n'était pas une erreur. Elle fit glisser l'écran pour le déverrouiller. Un message court et brutal apparut, « Joyeuse Saint-Valentin, grande sœur. Ton mari m'a demandé de t'envoyer ton cadeau en avance. Il est épuisé. » Juste en dessous se trouvait une vidéo. La vignette montrait une chambre d'hôtel baignée d'une douce lumière jaune. Sur le lit, un homme dormait profondément, un bras posé sur son front. La Rolex au bracelet métallique à son poignet, le cadeau de leur 3e anniversaire pour lequel Sarah avait économisé 6 mois de salaire, brillait de manière moqueuse. Le cœur de Sarah s'arrêta, puis plongea dans un abîme. Elle sentit le sang se glacer dans ses veines, sa poitrine oppressée par une main invisible, rendant toute respiration impossible. Les mains tremblant si violemment qu'elle faillit lâcher le téléphone, elle appuya sur lecture. Le clip commença par les rires étouffés de la personne qui filmait. La caméra trembla légèrement en s'approchant du lit. Le visage de Mark apparut clairement. Il dormait, sa poitrine s'élevant et s'abaissant au rythme de sa respiration, un drap fin posé négligemment sur lui. La voix de la femme tenant le téléphone résonna, mielleuse mais chargée de venin, « Mon cœur, réveille-toi et souhaite une joyeuse Saint-Valentin à ta femme. » Oh, attends. Elle est probablement déjà levée en train de repasser tes chemises pour le travail, n'est-ce pas ? La pauvre. Elle prend tellement soin de toi, et toi, tu t'enfuis pour être avec moi. La caméra balaya le sol où les vêtements de Mark étaient éparpillés en tas avec des sous-vêtements rouges vifs.
Puis l'objectif se tourna vers un miroir en pied. Une très jeune femme au visage anguleux et aux yeux de chat portait seulement la chemise blanche de marque. Elle tenait un verre de vin rouge et souriait avec défi. « Sarah, roucoula-t-elle. Ton mari est incroyable, mais il dit qu'être avec toi est tellement ennuyeux. Tu es de l'histoire ancienne. Il est temps de prendre ta retraite. Laisse-moi m'occuper de lui pour toi. » Le clip se termina par un baiser envoyé à la caméra par la femme. Le téléphone tomba sur le matelas dans un bruit sourd. Sarah resta figée. Il n'y eut ni cri, ni torrent de larmes. La douleur était si immense qu'elle avait engourdi ses sens. Elle avait l'impression de regarder le film d'horreur de quelqu'un d'autre, pas sa propre vie. Marc l'avait trompée. Non seulement cela, mais il avait laissé sa maîtresse filmer une vidéo pour l'humilier le jour de la Saint-Valentin. 5 ans de sa jeunesse, 5 ans à tout sacrifier, renoncer à une bourse d'études à New York pour déménager à Burlington et fonder un foyer avec lui. 5 ans à rester dans son ombre, utilisant ses relations et ses compétences de productrice pour l'aider à grimper les échelons, de simple vendeur à directeur adjoint des relations publiques. Tellement ennuyeux, chuchota Sarah, sa voix rauque et méconnaissable. Elle se regarda dans le miroir. Le reflet lui renvoyait l'image d'une femme de 29 ans. Même sans maquillage, ses traits étaient fins et élégants, bien que ses yeux soient marqués par la fatigue des longues nuits passées à monter des scripts. Elle ne s'était jamais considérée comme vieille avant d'entendre ce mot sortir des lèvres de l'autre fille. Une vague de nausées l'envahit. Sarah courut à la salle de bain et eut des hauts le cœur, l'estomac vide. Elle s'aspergea le visage d'eau froide à plusieurs reprises jusqu'à ce que sa peau soit engourdie et rouge. « Reprends-toi, Sarah. Tu ne peux pas t'effondrer maintenant. » Elle fixa son reflet trempé dans le miroir et parla entre ses dents serrées. L'horloge marquait 5 heures du matin. Dans 2 heures, le journal télévisé interne de l'entreprise serait diffusé en direct, le programme qui, ironiquement, présentait aujourd'hui un segment spécial intitulé « Message d'amour ». Une idée sauvage et audacieuse jaillit dans l'esprit de Sarah. Elle s'embrasa comme un feu de forêt à travers les cendres de sa confiance brisée. S'ils voulaient jouer sale, elle allait leur montrer à quoi ressemblait un véritable festival de souffrance. Elle retourna au lit et ramassa son téléphone. Ses mains tremblaient encore, mais cette fois ce n'était pas de peur. C'était la rage enroulée dans ses entrailles, attendant son moment pour frapper. Elle téléchargea la vidéo sur son téléphone, l'enregistrant dans un dossier secret intitulé « Projet X ». Puis elle prit une grande inspiration et tapa une réponse au numéro inconnu « Merci pour le cadeau. Je l'ai reçu. Ne manque pas de regarder l'émission de l'entreprise ce soir. J'ai un cadeau en retour pour toi. » Après avoir envoyé le message, Sarah bloqua le numéro. Elle prit une douche, choisit le tailleur pantalon bordeaux le plus imposant de sa garde-robe et appliqua un rouge à lèvres d'un rouge profond, la couleur du sang et de la fierté. Elle sortit de chez elle et dirigea sa Subaru rouge dans l'épais brouillard de Burlington. Dehors, les boutiques de Bagel et les cafés commençaient à ouvrir, de la vapeur s'élevant de leurs portes. La vie continuait, et Sarah savait que sa guerre venait de commencer. Au siège de Northstar Media, un bâtiment de 10 étages se dressant fièrement au centre-ville, l'ambiance de la Saint-Valentin battait son plein. Des grappes de ballons en forme de cœur et des roses rouges éclatantes décoraient le hall. Des jeunes femmes en robe de fête chuchotaient à propos de leur projet pour la soirée. Sarah entra, le bruit de ses talons claquant sur le sol de marbre avec un rythme régulier et déterminé. Le vigile lui fit un signe de tête, un peu surpris par son air glacial, si différent de sa présence chaleureuse habituelle. « Bonjour Sarah. Tu es superbe aujourd'hui. » « Je parie que Marc a prévu quelque chose de grand », lança une stagiaire aux yeux pétillants en courant à sa rencontre. Sarah marqua une pause, un léger sourire sans joie effleurant ses lèvres. « Oh, c'est quelque chose de grand, c'est certain. Si grand que je ne sais pas comment le remercier. » Elle se rendit directement à la salle de production, un vaste espace rempli de dizaines d'écrans d'ordinateurs allumés. C'était son royaume, l'endroit où elle contrôlait chaque information diffusée. Aujourd'hui, Sarah était responsable de la révision finale de l'émission matinale, qui était diffusée en direct sur les écrans LED, dans le hall de l'entreprise et sur la page Facebook interne des employés. C'était une initiative de culture d'entreprise dont le PDG était particulièrement fier. Alors qu'elle s'asseyait, son téléphone de bureau sonna. C'était Marc. Sarah fixa le nom sur l'écran, un sentiment de dégoût lui montant à la gorge. Elle décrocha, sa voix d'un calme troublant. « Je t'écoute. »« Salut chérie. Tu es réveillée ?
Je suis vraiment désolé. J'ai trop bu avec les clients hier soir et je me suis endormi à l'hôtel à Stowe. Je rentre en voiture maintenant. Je ne serai probablement pas au bureau avant 8 heures environ. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. La voix de Mark était aussi lisse et douce que d'habitude. Sans cette vidéo, Sarah l'aurait cru sur parole. C'est bon, chérie. Le travail est important, répondit Sarah, sa main droite faisant machinalement tourner un stylo, ses yeux fixés sur le programme affiché sur son écran. Rentre prudemment. Il y a beaucoup de surprises au bureau aujourd'hui. Tu t'en voudras si tu es en retard. Des surprises. Qu'est-ce que tu m'as préparé? Très bien, très bien. Je vais essayer d'arriver vite. Je t'aime. Il raccrocha. Sarah laissa échapper un rire bref et amer. Je t'aime. Ces mots n'avaient jamais sonné aussi faux. Elle ouvrit le fichier du script. Le dernier segment de l'émission était « Message d'amour ». Le plan prévoyait un diaporama de couple d'employés avec leurs vœux. Sarah brancha la clé USB contenant la précieuse vidéo sur son ordinateur. Ses doigts volèrent sur le clavier. Elle inséra le clip tout à la fin du fichier de présentation, juste après le message du PDG. Mais Sarah n'était pas dupe. Elle savait que si elle se contentait de diffuser le clip, elle serait tenue responsable de l'utilisation des biens de l'entreprise à des fins personnelles et pourrait même être poursuivie. Elle avait besoin d'une raison, une excuse plausible pour que cela ressemble à un accident technique ou à une révélation publique dont elle serait la victime involontaire. C'est alors que la porte de la salle de production s'ouvrit brusquement. Une jeune femme entra, précédée par l'odeur entêtante du parfum Chanel. C'était Tiffany Jones, une nouvelle employée du département des ventes, celle-là même que Mark avait soutenue ces 3 derniers mois, affirmant « Cette gamine a du potentiel, et c'est la fille d'un client important ». Sarah leva les yeux et la reconnut immédiatement. Le chemisier en soie de couleur crème que Tiffany portait sous son blazer était identique à celui que Sarah avait offert à Mark le mois dernier, et qu'il avait prétendu être trop serré pour être porté et plus important encore, ses yeux de chat retroussés. C'était elle, la fille de la vidéo. En voyant Sarah, Tiffany ne montra ni peur ni culpabilité. Au contraire, elle s'approcha, le menton levé avec arrogance. « Sarah, j'ai entendu dire que tu es responsable de la diffusion matinale aujourd'hui. » « C'est exact. »« Tu as besoin de quelque chose ?» demanda Sarah, sans quitter le visage de Tiffany des yeux. « J'ai cette clé USB, dit-elle en posant une clé flash rouge sur le bureau de Sarah, un sourire narquois aux lèvres. Elle contient une vidéo de félicitations du département des ventes pour le conseil d'administration. Mark m'a dit de te la donner pour l'insérer à la fin du programme. Il a dit qu'il voulait surprendre tout le monde. Sarah regarda la clé USB, puis Tiffany. Un courant électrique la traversa. Mark voulait ajouter une vidéo? Ou cette fille agissait-elle de son propre chef? Quoi qu'il en soit, c'était l'opportunité inespérée que Sarah attendait. Mark a demandé ça, demanda à nouveau Sarah, feignant l'innocence. Oui, tu sais comment il est. Si occupé, mais toujours si attentionné. Ajoute-la simplement, d'accord? Et ne la regarde pas avant. Tu gâcherais la surprise. Tiffany fit un clin d'œil, un geste séducteur identique à celui de la vidéo. Sarah ramassa la clé flash. Elle comprenait le jeu de Tiffany. Elle voulait la provoquer pour voir si elle oserait faire quoi que ce soit. Ou peut-être pensait-elle que la clé contenait un clip différent, destiné à humilier Sarah publiquement de manière plus subtile. Elle était arrogante, et l'arrogance est le tombeau des imbéciles. Très bien, si ça vient de marquer du département des ventes, je m'assurerai qu'elle soit incluse. Tu peux compter là-dessus. Sarah sourit un sourire si tranchant qu'il fit tressaillir Tiffany une seconde avant qu'elle n'en fasse abstraction. Tiffany fit demi-tour et s'en alla, les hanches oscillantes comme un serpent. Elle n'avait aucune idée que Sarah avait déjà en tête un plan bien plus parfait. Sarah attendit que Tiffany soit partie, puis brancha sa clé USB sur un ordinateur secondaire pour en vérifier le contenu. Comme elle s'y attendait, elle contenait un diaporama de l'équipe de vente sur une musique ringarde souhaitant une joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Mais à la 30e seconde, une photo de Mark et Tiffany était insérée. Ils se tenaient proches, sa main posée nonchalamment sur sa taille. Pour un observateur occasionnel, cela ressemblait à une photo de collègue, mais un regard plus attentif révélait leur regard trop intime. Elle voulait narguer Sarah avec cela lors de la diffusion à l'échelle de l'entreprise, une farce enfantine. Sarah retira la clé USB.
Elle n'allait pas utiliser ce fichier. Elle allait utiliser le sien, cette vidéo d'1 minute 30 secondes, mais elle renommerait son fichier pour qu'il corresponde exactement à celui de la clé de Tiffany, salsdep-congra.mp4. Et surtout, elle laisserait une empreinte numérique montrant que ce fichier avait été copié à partir de la clé USB même que Tiffany venait de lui donner. D'une pierre deux coups. Elle dénoncerait le couple adultère et ferait porter le chapeau directement à la maîtresse. L'histoire raconterait que la maîtresse, par jalousie ou pure stupidité, s'était trompée de fichier. Sarah regarda l'horloge, 6h45 du matin. Le hall de l'entreprise commençait à se remplir. Les gens se rassemblaient devant le grand écran LED, attendant la diffusion et le tirage au sort des prix. Daniel Evans, le responsable de l'informatique, un homme calme et sérieux, entra dans la salle de production. Il vit Sarah assise immobile devant son écran, le visage pâle, mais les yeux brûlants d'une intensité effrayante. « Sarah, tout va bien ? Nous allons bientôt passer en direct, » demanda Daniel, d'une voix de basse profonde. C'était la seule personne de l'entreprise en qui Sarah sentait qu'elle pouvait avoir confiance sur le plan professionnel, bien qu'ils parlent rarement de leur vie privée. Sarah leva les yeux vers lui. Pendant un instant fugace, elle eut envie de tout lui dire, de trouver une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais sa raison l'arrêta. C'était sa bataille, et elle devait la mener seule. « Ça va, Daniel ? » « Mieux que bien, » répondit Sarah, la voix ferme. « Aujourd'hui sera la diffusion la plus mémorable de l'histoire de Northstar Media. » Daniel fronça les sourcils, sentant quelque chose d'inhabituel dans ses paroles, mais il n'insista pas. « Très bien, je serai dans la salle de contrôle principale. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. » 7 heures, le jingle de l'émission retentit sur l'écran LED géant du hall. Le visage souriant de l'animateur apparut. Bonjour à toute la famille Northstar Media. Nous souhaitons à tous une Saint-Valentin remplie de bonheur et d'amour. Sarah était assise dans la salle de contrôle, la main sur le clavier. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que sa poitrine allait exploser, mais sa main était parfaitement stable. Elle jeta un coup d'œil au flux de la caméra de sécurité du hall. Marc était arrivé. Il se tenait au milieu de la foule, tenant un grand bouquet de roses rouges, se préparant probablement à une démonstration publique d'affection. Non loin de lui, Tiffany se tenait là, lui lançant des regards séducteurs, un air suffisant sur le visage. Ils souriaient tous les deux, des sourires qui étaient sur le point d'être effacés de leur visage à jamais. Le programme enchaîna ses segments, nouvelles de l'entreprise, reconnaissance des employés, tout se passa sans encombre. Puis vint la dernière partie. L'animateur annonça avec enthousiasme, et maintenant, une surprise spéciale de notre département des ventes, un message d'amour unique pour notre direction et toute l'entreprise. Sarah prit une profonde inspiration. Elle ferma les yeux une seconde. Les images de 5 ans de sacrifice, de dîners froids à l'attendre, des mensonges flagrants de Marc défilèrent devant ses yeux comme un film au ralenti. « C'est fini, Marc » chuchota TL avant d'appuyer sur la touche entrée. Le signal partit. Sur l'écran LED de 200 pouces au milieu du hall, l'image changea. Ce n'était pas un diaporama joyeux. L'écran devint noir pendant 2 secondes, puis s'éclaira soudainement de la lumière jaune blafarde d'une chambre d'hôtel. Le son fut activé au volume maximum. « Mon cœur, réveille-toi et souhaite une joyeuse Saint-Valentin à ta femme. » Le hall animé tomba instantanément dans un silence de mort. Des centaines de paires d'yeux se tournèrent vers l'écran. Marc, qui était en train d'ajuster sa cravate, se figea, le sourire encore plaqué sur son visage. Tiffany, tenant une tasse de café, commença à trembler de manière incontrôlable. Sarah s'adossa à sa chaise dans la salle de contrôle, les bras croisés, les yeux de glace fixés sur le moniteur. Le jeu avait commencé. L'air dans le grand hall de Northstar Media sembla avoir été aspiré en un instant. Tout le bruit, les bavardages joyeux, la douce musique d'ambiance, tout disparut, remplacé par les sons crus et immondes jaillissant du système de haut-parleurs haut de gamme. Mon cœur, réveille-toi et souhaite une joyeuse Saint-Valentin à ta femme. La voix mielleuse de Tiffany résonna sur les murs de marbre, frappant les tympans des plus de 200 employés présents. Sur l'écran LED géant, l'image était d'une netteté brutale. Le dos nu de Marc, le petit grain de beauté juste en dessous de son cou que Sarah avait l'habitude d'embrasser, était maintenant exposé aux yeux de tous. La caméra trembla en descendant vers les sous-vêtements rouges éparpillés sur le sol de l'hôtel, puis revint sur le visage suffisant de Tiffany dans le miroir. Tu es de l'histoire ancienne, il est temps de prendre ta retraite. Laisse-moi m'occuper de lui pour toi. La phrase fut ponctuée par un baiser envoyé.
Et puis l'écran se figea sur cette image, le visage moqueur de Tiffany à côté de celui de Marc, dormant comme un loir. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Un silence de mort enveloppa la pièce. On aurait dit que le temps à Burlington s'était littéralement figé. Puis le chaos éclata. Les chuchotements commencèrent comme une ruche perturbée, se transformant rapidement en halètements et en cris d'incrédulité. Des centaines de téléphones furent levés à l'unisson. L'instinct primaire de témoigner et d'enregistrer le drame prit le dessus. Flux en direct, stories Instagram, capture d'écran, tout se passa en un éclair. Au centre de la tempête, Marc restait cloué sur place. Le bouquet de 99 roses rouges, celui pour lequel il avait dépensé une fortune afin de mettre en scène son acte de « mari parfait », glissa lentement de ses doigts engourdis. Boum. Le bouquet frappa le sol de marbre. Les pétales pourpres s'éparpillèrent, écrasés sous ses chaussures en cuir verni, ressemblant à des taches de sang qui s'étalent. Le visage de Marc passa du rouge au violet, puis à un blanc exsangue. Ses yeux étaient écarquillés, fixant l'écran comme s'il voyait un fantôme. Il voulait hurler, leur dire de l'éteindre, mais sa gorge semblait remplie de plomb fondu. Non loin de là, Tiffany vivait son propre cauchemar. La tasse de café tomba de sa main et se brisa, éclaboussant le liquide brun laiteux sur sa robe de créateur et ses jambes nues, mais elle ne sembla pas s'en apercevoir. Elle leva les yeux vers l'écran, puis vers les visages autour d'elle. Les regards admiratifs qu'elle avait reçus quelques instants plus tôt s'étaient transformés en poignards acérés de mépris, de moquerie et de jugement. Oh mon Dieu, n'est-ce pas Tiffany des ventes? C'est elle. Regarde le grain de beauté sous son œil. Dégoûtant. Et c'est la montre de Marc. Sa femme, c'est Sarah de la production, vous savez? Quel culot à cette fille d'envoyer une vidéo pour narguer la vraie femme. Les murmures parvinrent aux oreilles de Tiffany de manière forte et claire. Elle trembla, se couvrant le visage de ses mains, et recula en trébuchant contre un collègue masculin qui s'écarta rapidement comme si elle était contagieuse. C'est alors qu'une voix puissante tonna depuis la mezzanine, « Éteignez ça. Éteignez cette horreur immédiatement. Sécurité informatique. » C'était Monsieur Henderson, le PDG. Il revenait tout juste d'une réunion et était entré dans le hall pile au moment culminant de la vidéo. Son visage était rouge de fureur. Une grande entreprise de médias, la plus grande de l'État, laissant un scandale aussi dépravé se dérouler dans son hall principal un jour de fête. C'était une humiliation indélébile. L'écran LED devint noir d'un coup, mais l'image était déjà gravée dans les rétines de chacun. Plus important encore, elle était enregistrée sur des centaines de téléphones. De la salle de contrôle, Sarah sortit lentement. Elle avait retiré son blazer, ne portant qu'une simple chemise blanche soigneusement rentrée dans un pantalon noir, accentuant sa posture frêle mais droite. Son maquillage était subtil, mais ses yeux étaient écarquillés par le choc et la panique. Une performance digne d'un Oscar. Elle marchait d'un pas chancelant comme si toute sa force l'avait quittée, se dirigeant vers Marc. « Marc » appela Sarah, sa voix tremblante, brisée et chargée d'émotion. « Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, qu'est-ce que c'est ?» Marc revint à la réalité. En voyant sa femme, le dernier lambeau de sa raison se manifesta. L'instinct de survie d'un menteur chronique le poussa à nier, à expliquer, même avec les preuves étalées sous ses yeux. « Sarah, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est un deepfake. C'est truqué. La technologie de l'IA est terrifiante maintenant. Quelqu'un essaie de me piéger. » Marc s'élança vers l'avant, essayant de saisir la main de Sarah, mais elle recula d'un pas. Le regard de dégoût total dans ses yeux le figea. « Truqué ?» Sarah rit, d'un sourire tordu et douloureux. « Tu penses que je suis idiote? La montre que je t'ai offerte pour notre 3e anniversaire? La cicatrice sur ton dos après ton accident de vélo l'année dernière? Qui pourrait simuler ces choses, Marc? » Elle pointa un doigt tremblant vers Tiffany, qui se recroquevillait dans un coin. Et elle. Cette voix, ce visage. Vas-tu dire que c'est faux aussi? Tous les regards se tournèrent vers Tiffany, ainsi désignée. Tiffany réagit comme un animal acculé. Elle poussa soudain un cri perçant, pointant directement Sarah du doigt, « C'était toi. C'est toi qui as fait ça. Tu as tout planifié. Tu m'as piégé. Tu veux me détruire. » La foule haleta. Le coup de théâtre de la maîtresse accusant l'épouse rendit le drame encore plus intense.
Les yeux de Sarah s'agrandirent dans un étonnement fin. Elle porta la main à sa poitrine, la voix remplie d'angoisse. De quoi parles-tu? Je t'ai piégé? Ce matin, c'est toi qui es venu dans la salle de production pour me donner cette clé USB rouge, en me disant que c'était une surprise de la part de Marc du département des ventes. Tu m'as dit de l'insérer à la fin de l'émission et de ne pas la regarder avant pour que ce soit un secret. Sarah sortit la clé USB rouge vive de sa poche. Elle la tint bien haut pour que tout le monde puisse la voir. Ici. La preuve est juste ici. Les caméras de sécurité de la salle de production t'ont sûrement enregistré en train de me donner ceci. J'ai fait confiance à mon mari, j'ai fait confiance à une collègue, alors j'ai fait ce qu'on m'a dit. Je n'aurais jamais imaginé qu'à l'intérieur de ce cadeau de félicitations, tu cacherais une telle horreur pour m'humilier dans notre entreprise. La voix de Sarah monta en un cri sur la dernière phrase, et les larmes commencèrent à couler sur son visage. Mais derrière ces larmes se cachait une logique d'acier qui laissa Tiffany sans voix. La clé USB venait de Tiffany. Elle était la personne dans la vidéo. Il n'y avait aucune raison plausible pour que Sarah diffuse l'infidélité de son propre mari et s'humilie devant toute l'entreprise. Aux yeux de tous désormais, Sarah n'était qu'une pitoyable victime manipulée par la maîtresse de son mari. Cette sorcière! Hurla une voix, suivie d'une gifle sonore. Marc, dans une frénésie de peur à l'idée de perdre son emploi et sa réputation, s'était précipité vers l'avant et avait giflé Tiffany au visage. La gifle fut si forte qu'elle l'envoya tituber au sol, du sang coulant du coin de sa bouche. « Tu m'as ruiné » hurla-t-il, oubliant complètement son personnage habituel de séducteur. « Je t'avais dit d'effacer ça. Pourquoi l'as-tu donné à ma femme? Tu es folle ?» Tiffany se tenait la joue, regardant son amant avec des yeux brisés. L'homme qui lui avait murmuré des mots doux la nuit dernière encore, promettant de quitter sa femme pour elle, était maintenant en train de la frapper en public pour sauver sa propre peau. « Tu m'as frappé. Tu oses me frapper » hurla Tiffany, essayant de le griffer. « Tu m'as dit de le filmer. Tu as dit que c'était pour les souvenirs. Tu as dit que ta femme était comme un morceau de bois et que tu en avais marre d'elle. Et maintenant tu rejettes tout sur moi. » La scène était un chaos sans précédent. Le directeur adjoint des relations publiques et une associée des ventes se battaient physiquement dans le hall de l'entreprise, entourés des débris de roses écrasés. Les agents de sécurité se précipitèrent, luttant pour les séparer. Tout le monde dans la salle de conférence, maintenant. Toi aussi, Sarah, ordonna le PDG Henderson, la voix tremblante de rage. Il se tourna vers la foule des employés. Si quelqu'un filme encore, il est licencié. Dispersez-vous. Retournez au travail. La foule s'éparpilla, mais les murmures étaient inarrêtables. Un tsunami de ragots se propageait déjà depuis Northstar Media à travers toute la petite ville de Burlington. Dans la salle de conférence du 10e étage, l'air était étouffant, tendu comme une corde de violon sur le point de rompre. Monsieur Henderson était assis en bout de table, ses mains frappant le bois poli. À côté de lui se trouvait la responsable des RH et Daniel Evans, le responsable informatique. Marc était assis, la tête basse, les cheveux en bataille, des marques de griffures rouges visibles sur son cou laissées par les ongles de Tiffany. Tiffany était assise en face de lui, sanglotant, son maquillage étalé lui donnant l'air d'un clown tragique. Sarah était assise à l'écart dans un coin, le dos bien droit. Elle avait séché ses larmes, retrouvant un calme effrayant. Elle savait que le drame émotionnel était terminé. Maintenant, il était temps d'utiliser la logique pour achever ses adversaires. « Est-ce que quelqu'un va m'expliquer ça » hurla Monsieur Henderson. « D'où vient cette vidéo? Pourquoi était-elle sur notre système de diffusion interne? » « Monsieur, c'était elle » bégaya Marc en désignant Tiffany. « Elle m'a piégé. J'étais ivre. Je ne savais rien. Elle a filmé en secret et l'a ensuite donné exprès à ma femme. »« Tu mens » hurla Tiffany. « Tu n'étais pas ivre. Tu étais parfaitement sobre. Tu as même posé pour moi. Et oui, j'ai donné la clé USB à Sarah, mais je jure que je n'ai copié que le diaporama de félicitations. Je ne sais pas comment ça s'est transformé en cette vidéo. » Tiffany se tourna pour fustiger Sarah du regard, les yeux pleins de haine. « C'était toi. Tu as dû échanger le fichier. Tu es l'experte en technologie. Tu as pu le faire. » Tous les regards se tournèrent vers Sarah. Sarah se leva lentement, ne se précipitant pas pour se défendre.
Elle s'avança et posa la clé USB rouge sur la table devant Monsieur Henderson. « Monsieur Henderson, puis-je parler ?» Sa voix était calme et claire. « Ce matin, Mademoiselle Jones m'a donné cette clé USB, ce qui a été filmé par les caméras de sécurité. Je l'ai branché sur mon ordinateur et j'ai vu un fichier nommé salsdep-congra.mp4. Parce que j'avais confiance dans le fait que le contenu avait été approuvé par Mark, comme l'affirmait Mademoiselle Jones, et parce que le temps pressait, je l'ai déplacé directement dans la liste de diffusion. » Elle se tourna vers Daniel Evans, un signal silencieux passant entre eux. Daniel est le responsable de l'informatique. Il peut vérifier les fichiers journaux de mon ordinateur pour voir si ce fichier a bien été copié à partir de cette clé USB et si des modifications ont été apportées. Daniel remonta ses lunettes et regarda Sarah. En tant qu'expert en technologie, un seul coup d'œil lui suffisait pour savoir que quelque chose avait été manipulé. Échanger le contenu d'un fichier vidéo tout en gardant le nom n'était pas difficile pour quelqu'un ayant les compétences de Sarah, mais il voyait aussi la douleur profondément refoulée dans ses yeux. Il avait été témoin de son dévouement pour l'entreprise et avait entendu depuis longtemps les rumeurs sur les infidélités de Mark. Dans un élan de conscience et d'empathie, Daniel choisit son camp. Il brancha la clé USB sur son ordinateur portable, tapa quelques commandes, puis leva les yeux, la voix assurée. Monsieur Henderson. D'après le journal du système, le fichier vidéo diffusé à 7h15 a été copié directement depuis cette clé USB à 6h52. Le nom du fichier correspond, la taille du fichier est cohérente, et il n'y a aucun signe de montage ou d'altération sur le poste de travail de Mademoiselle Miller. Les mots de Daniel furent le dernier clou dans le cercueil de Tiffany. Impossible. Vous mentez. Vous vous couvrez les uns les autres, hurla Tiffany de désespoir. Silence. Monsieur Henderson frappa la table. La preuve est là et vous niez encore. Vous avez apporté une clé USB contenant du matériel obscène, la vidéo d'une liaison avec votre supérieur et l'avez fait diffuser sur le lieu de travail. Essayez-vous de détruire cette entreprise. Il se tourna vers Mark, les yeux remplis de déception. Et vous, Mark? Je vous ai promu directeur adjoint parce que je pensais que vous étiez capable et que vous aviez une vie de famille stable. Je n'aurais jamais imaginé que vous seriez aussi dépravé. Emmener une employée en voyage d'affaires pour mener une liaison, laisser fuiter une vidéo qui endommage gravement l'image de notre entreprise. Avez-vous la moindre idée du nombre d'appels que j'ai reçus de nos partenaires ce matin? Mark glissa de sa chaise et tomba à genoux. Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, monsieur. J'ai eu tort. C'était un moment de faiblesse. Je vais gérer ça discrètement. Gérer ça? Comment allez-vous gérer ça alors que la ville entière de Burlington partage ce clip? Se moqua Monsieur Henderson. RH, rédigez immédiatement une lettre de licenciement pour Tiffany Jones pour violation grave du code de conduite et de l'éthique morale de l'entreprise. Quant à vous, Mark, vous êtes suspendu indéfiniment. Le conseil d'administration examinera l'étendue des dommages causés à la marque et déterminera le licenciement officiel et les demandes d'indemnisation. Monsieur, non. Sanglota Tiffany, essayant de saisir la jambe de Monsieur Henderson, mais elle fut entraînée dehors par la sécurité. Ses gémissements résonnèrent dans le couloir, tragiques et pitoyables, mais personne n'eut pitié d'elle. Mark restait affalé sur le sol, le visage cendré. Il regarda Sarah, les yeux suppliants. « Chérie, dis quelque chose pour moi. Si je perds ce travail, je perds tout. » Qu'en est-il de nous? Sarah baissa les yeux vers l'homme agenouillé à ses pieds, l'homme qu'elle considérait autrefois comme son monde entier, n'étant plus maintenant qu'un tas de cendres pathétiques. Elle se souvint du message de ce matin, tu es de l'histoire ancienne. Il est temps de prendre ta retraite. Elle se pencha et lui murmura à l'oreille, juste assez fort pour qu'ils soient les seuls à entendre, sa voix aussi froide que le vent balayant le lac. Inquiet pour nous? Ne le sois pas. Nous irons très bien, mais pas avec ton argent sale. Et souviens-toi de ceci, Mark, c'est moi qui ai échangé la vidéo. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Les yeux de Mark s'agrandirent d'horreur. Il réalisa que la femme debout devant lui n'était plus son épouse douce et soumise. Il avait réveillé un démon, et maintenant celui-ci le dévorait tout entier. Sarah se redressa et se tourna vers Monsieur Henderson. « Monsieur, si vous voulez bien m'excuser, je suis très fatigué. » Monsieur Henderson la regarda avec sympathie et hocha la tête. « Rentre chez toi et repose-toi, Sarah. L'entreprise gérera cela équitablement pour toi. Ne t'inquiète pas,
Sarah salua et sortit de la salle de conférence. La porte se referma derrière elle, étouffant le bruit et le jugement. Elle s'appuya contre le mur, ses jambes se dérobant soudainement. Elle se laissa glisser sur le sol, tout son corps tremblant violemment. Le stress extrême de jouer la victime parfaite l'avait complètement épuisée. Elle serra sa poitrine là où son cœur lui faisait mal à chaque battement. Elle avait gagné. Elle avait remporté cette confrontation. Mais pourquoi ne ressentait-elle pas le triomphe qu'elle avait imaginé? Tout ce qu'elle ressentait était un vide immense et désolé. Sa famille, sa maison de 5 ans, était officiellement brisée à partir de cet instant. Tenez, buvez un peu d'eau. Une bouteille d'eau lui fut tendue. Sarah leva les yeux. C'était Daniel, il l'avait suivi. Sarah prit la bouteille, les mains toujours tremblantes. Merci pour ce que vous avez fait là-bas. Merci de ne pas avoir. Daniel s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Il regarda droit devant lui et dit avec désinvolture, les ordinateurs ne mentent pas, mais les gens peuvent choisir comment lire les données. J'ai juste lu ce qui était nécessaire pour protéger la personne qui méritait d'être protégée. Il se tourna vers elle, son regard profond. Mais Sarah, en faisant cela, vous avez brûlé vos propres vaisseaux. Marc est un homme mesquin. Acculé, il cherchera à mordre. Vous devez être prudente. Sarah serra la bouteille d'eau, le plastique crissant sous ses doigts. Ses yeux reprirent lentement leur détermination. Elle se leva, ajusta son tailleur bordeaux et lissa ses cheveux. Mes vaisseaux, Daniel? À partir du moment où j'ai reçu cette vidéo à 4h30 ce matin, je n'avais plus rien à perdre. Désormais, je n'ai qu'un seul chemin devant moi, et j'écraserai quiconque se mettra en travers de ma route. Elle regarda Daniel et esquissa un petit sourire, le premier sourire sincère de la journée. Merci. Je vous en dois une. Sur ce, Sarah se tourna et se dirigea vers l'ascenseur. Sa démarche était de nouveau assurée et fière, telle une guerrière émergeant du combat. Elle savait que le séisme dans le hall n'était que le début. Marc avait perdu son emploi, Tiffany était licenciée, mais ils étaient toujours là. Plus important encore, la bataille juridique pour le divorce et le partage des biens, ainsi que la guerre de l'opinion publique, ne faisait que commencer. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Elle le sortit et vit un déluge de notifications Facebook. Quelqu'un avait enregistré l'incident du hall et l'avait publié sur les grands groupes communautaires de Burlington avec un titre sensationnaliste, « Scandale de la Saint-Valentin, l'aventure des cadres de Northstar Media exposée sur l'écran du hall par l'épouse bafouée ». La publication comptait des milliers de mentions j'aime et de partages en seulement 30 minutes. Sarah regarda l'écran, un petit rictus aux lèvres. Bien, pensa TL. Plus le bruit est fort, plus ton masque de décence vole en éclats rapidement, Marc. Elle entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du parking. Sa Subaru l'attendait. Elle devait rentrer chez elle, faire ses valises et se préparer pour le 3e acte de ce drame réel. Là-bas, ses beaux-parents, qui défendaient toujours aveuglément leur fils, l'attendraient avec des paroles tout sauf amicales. La Subaru Outback rouge roula lentement dans le petit cul-de-sac de Maple Street, dans le South End de Burlington. À la mi-journée, le brouillard s'était en grande partie dissipé, mais une fraîcheur tenace flottait encore dans l'air. Pourtant, le froid de la météo n'était rien comparé au gel émanant de la belle maison de 3 étages au bout de la rue, l'endroit que Sarah appelait sa maison depuis 5 ans. Le portail d'entrée était grand ouvert. Le silence était inquiétant. Sarah coupa le moteur et resta assise sur le siège conducteur quelques instants, pour reprendre ses esprits. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, fit une retouche de fond de teint et remit du rouge à lèvres rouge. À cet instant, le rouge à lèvres n'était pas seulement du maquillage, c'était une armure, une arme pour cacher le tremblement de ses lèvres. Tu peux le faire, Sarah. Tu n'as rien fait de mal. Ce sont eux, se dit-elle. Elle prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. La première chose qu'elle vit en remontant l'allée fut un tas de ses vêtements, livres et produits de maquillage éparpillés sur le patio en briques. Ses robes préférées étaient en boule et sales, les couvertures de ses manuels professionnels déchirées. Sarah sourit avec mépris. Cet acte enfantin et pathétique ne pouvait être que l'œuvre de sa belle-mère, Hélène. Elle enjamba le tas désordonné comme s'il s'agissait de déchets et entra directement dans le salon. À l'intérieur, l'atmosphère était aussi oppressive qu'un enterrement. Son beau-père, George, était assis sur le canapé, tirant furieusement sur une pipe, la fumée épaisse stagnant dans l'air.
Hélène était assise à côté de lui, tamponnant ses yeux avec un mouchoir, mais son regard était aussi tranchant qu'une lame lorsqu'elle vit Sarah entrer. Tiens, regardez qui ose montrer son visage dans cette maison. Espèce de sorcière sans gêne, briseuse de foyer, hurla Hélène, sa voix aiguë et perçante. Sarah se tenait au milieu de la pièce, sans s'asseoir ni baisser la tête. Elle regarda directement sa belle-mère, sa voix d'un calme troublant. Bonjour, Georges. Hélène, je suis ici pour récupérer le reste de mes affaires. Quant à savoir qui est sans gêne et qui brise les foyers, je pense que vous devriez regarder la vidéo de votre fils qui est actuellement en train de devenir virale sur tous les réseaux sociaux. Tu oses me répondre? Hélène bondit du canapé et s'élança, la main levée pour gifler Sarah. Mais Sarah n'était plus la belle-fille soumise d'hier. Elle leva sa propre main, bloquant le bras d'Hélène en plein vol. Elle ne le serra pas fort, mais la force fut suffisante pour faire reculer Hélène. Calme-toi, Hélène. Tu ne feras que te blesser la main. De plus, je ne suis plus un paillasson sur lequel tu peux t'essuyer les pieds. Hélène se figea, dévisageant Sarah comme s'il s'agissait d'une extraterrestre. Pendant 5 ans, Sarah avait été la belle-fille toujours polie, travailleuse et même un peu trop effacée. Hélène l'avait critiquée pour ne pas encore avoir de fils, même s'il venait juste de commencer à essayer, et Sarah s'était contentée de sourire. Mais aujourd'hui, elle osait bloquer sa main, la regarder dans les yeux avec un regard si froid et acéré. « Georges, fais quelque chose !» cria Hélène, se tournant vers son mari pour obtenir du soutien. Mais Georges resta silencieux, laissant seulement échapper un long soupir las. « Tu as ruiné mon fils. Tu as ruiné toute cette famille !» Hélène passa à un gémissement dramatique. Alors Marc a fait une petite erreur. Tu aurais dû gérer cela en privé. Il faut bien que jeunesse se passe. Il a peut-être eu un peu de bon temps à côté, mais il ramenait toujours son salaire à la maison pour toi. Au lieu de cela, tu as étalé notre linge sale devant le monde entier. Maintenant, il a perdu son travail. Sa réputation est détruite. Es-tu contente maintenant? Sarah sentit un goût amer lui monter à la gorge. L'excuse classique du « il faut bien que jeunesse se passe » venant d'une mère qui adorait aveuglément son fils. Elle l'avait vu dans les films mais n'aurait jamais pensé le vivre de première main. C'est une vision intéressante, Hélène, dit Sarah avec un sourire triste. Ce genre de pensée appartient au siècle dernier. Nous sommes au XXIe siècle, et la loi, c'est un homme, une femme. Votre fils ne s'est pas contenté de tromper, il a permis à sa maîtresse de filmer une vidéo m'humiliant et me l'a envoyée à 4h30 ce matin. Avez-vous la moindre idée de ce que l'on ressent? Ou ne vous souciez-vous que de la réputation en lambeaux de votre précieux fils? Elle sortit son téléphone, ouvrit le message de Tiffany et le tint devant le visage d'Hélène. Regardez. Tu es de l'histoire ancienne. C'est l'heure de la retraite. Voilà le genre de femme avec qui votre fils passe son temps. Il a utilisé nos économies communes pour lui acheter des sacs de créateurs et des montres alors que la machine à laver de cette maison est cassée depuis 3 mois et qu'il n'a pas pris la peine de la réparer. Et vous me dites d'endurer cela? De les laisser me marcher dessus? Hélène jeta un coup d'œil à l'écran, hésitant un instant devant le message effronté, mais son instinct maternel de protection reprit rapidement le dessus sur toute raison. Eh bien, c'est de ta faute si tu n'as pas su garder un homme. Tu es aussi excitante qu'une bûche, toujours concentrée sur le travail. Tu rentres à la maison avec une mine déconfite. Marc est un homme, il a besoin de douceur et d'affection. Cette autre fille est maligne, elle sait comment lui plaire. C'est en partie de ta faute s'il s'est égaré. Sarah éclata de rire un son sec et cassant rempli de mépris. Oui, ma faute. Ma faute d'avoir abandonné ma carrière à New York pour emménager dans cette petite ville et être votre belle-fille. Ma faute d'avoir utilisé toute ma prime de fin d'année pour acheter des médicaments pour Georges et des nouveaux vêtements pour vous. Ma faute d'avoir fait des heures supplémentaires pour rembourser la dette que votre fils a accumulée en perdant gros au pari sportif l'année dernière. Avez-vous oublié cela si vite? À la mention de la dette de jeu, Georges, qui fumait, commença à tousser violemment. Il posa sa pipe et regarda sa belle-fille avec des yeux troubles. Ça suffit, Sarah. Arrête de ressortir les vieux dossiers, dit Georges d'une voix rauque. Ce qui est fait est fait. Marc est dans un sale état en ce moment. En tant que sa femme, tu devrais être plus indulgente. Retourne à l'entreprise et rétablis la vérité. Dis que c'était un malentendu, que tu as mis cela en scène par jalousie.
Sauve la carrière de ton mari. Ensuite, nous l'obligerons à s'excuser et à rompre avec cette fille. Sarah regarda son beau-père, sa déception se transformant en un raz-de-marée. Ainsi, à leurs yeux, la carrière et la réputation de leur fils étaient plus importantes que sa dignité. Ils voulaient qu'elle porte le chapeau, qu'elle se fasse passer pour une épouse folle et jalouse afin de blanchir les péchés de leur fils. Georges, penses-tu vraiment que les gens sont des enfants de 3 ans? Qui croirait cette explication? Sarah secoua la tête, lasse. Et laissez-moi être parfaitement clair une fois pour toutes, Marc et moi divorçons. J'ai déjà signé les papiers. Je ne retournerai jamais avec un tricheur. Divorcer, hurla Hélène. Comment oses-tu? Si tu sors de cette maison, n'espère pas emporter un seul centime avec toi. Cette maison nous appartient. Ce terrain nous appartient. Tu partiras avec rien. Je ne veux pas de cette maison, répondit Sarah, les yeux étincelants. Mais je reprendrai ce qui m'appartient, les 50 000 $ de notre compte d'épargne joint que j'avais mis de côté pour nos futurs enfants. Je récupérerai jusqu'au dernier centime. Et cette Subaru dehors? C'était un cadeau de mes parents. Le titre est à mon nom. Tu. Hélène était si furieuse qu'elle pouvait à peine parler, pointant un doigt tremblant vers Sarah. Juste à ce moment, le vrombissement d'un moteur de moto retentit à l'extérieur. Marc était rentré. Il fit irruption dans la maison comme une tornade, empestant l'alcool, ses vêtements en désordre, ses yeux injectés de sang et égarés. Au moment où il vit Sarah, sa rage explosa. « Espèce de sorcière, tu oses encore revenir ici ?» Marc saisit un cendrier en verre sur la table basse et le lança sur Sarah. Fracas. Sarah fit rapidement un pas de côté. Le cendrier se fracassa contre le mur, projetant des éclats de verre. Un morceau lui érafla la cheville, faisant couler le sang. « Marc, tu es fou !» cria Georges, bondissant pour intervenir. Mais Marc avait perdu toute raison. Il venait d'être licencié, Tiffany lui hurlait dessus pour de l'argent, et ses amis lui envoyaient des textos de plaisanterie et des mèmes. Tout cela s'était accumulé comme un baril de poudre, et Sarah était la mèche. « Je vais te tuer. Tu m'as ruiné. Tu as échangé la vidéo, n'est-ce pas? Je sais que c'était toi, espèce de serpent venimeux. » Marc se jeta sur Sarah, lui attrapant une poignée de cheveux et essayant de lui écraser la tête. La douleur lui traversa le cuir chevelu, mais son instinct de survie se réveilla plus fort que jamais. Elle ne pleura pas et ne supplia pas. Elle balança sa main et, de toutes ses forces, gifla Marc au visage. Clac! Le coup inattendu étourdit Marc, et il lâcha prise. Sarah se recula précipitamment, attrapant une serpillière posée dans le coin et pointant le manche en métal vers son mari. « Fais un pas de plus et je ne me retiendrai pas. Tu penses que je suis la même Sarah faible que tu pouvais bousculer quand tu le voulais ?» Sa voix était un grondement sourd qui résonna dans la maison. Ses yeux brûlaient d'un mélange de haine et de résolution absolue. L'image d'une femme acculée, prête à se battre à mort pour se protéger, fit hésiter Marc. Il n'avait jamais vu sa femme ainsi. « Tu as frappé ton mari » bégaya Marc, tenant sa joue. « Mari » ricana Sarah, le manche de la serpillière bien en main. « À l'instant où tu as couché avec une autre femme et que tu l'as laissé m'envoyer cette vidéo, tu es mort pour moi. Tu n'es qu'une piètre excuse d'homme. » Elle se tourna vers ses beaux-parents, restés figés par le choc. « Regardez, vous deux, voilà l'enfant prodige que vous protégez. Il trompe, il frappe sa femme et il est accro au jeu. Vous pouvez le garder et l'adorer. Je m'en vais. » Sarah jeta la serpillière au sol, son bruit métallique résonnant dans le silence tendu. Elle se tourna et marcha vers la porte, sans même jeter un coup d'œil au tas de ses vêtements sur le patio. Elle n'en avait pas besoin, une nouvelle vie exigeait des choses neuves et propres. « Arrête !» hurla Marc derrière elle. « Où penses-tu aller? Te mettre en ménage avec un autre gars? C'est ce Daniel? J'ai vu comment il t'a défendu au bureau. Alors c'est ça, tu me trompais aussi, et tu m'as piégé pour faire croire que c'était légitime. » Sarah s'arrêta sur les marches du perron. Un vent froid frappa son visage, portant l'humidité d'une légère bruine qui venait de commencer. Elle tourna la tête et regarda Marc une dernière fois. Ses yeux ne contenaient plus de colère, seulement de la pitié pour un raté total qui essayait encore d'entraîner les autres dans la boue pour se sentir plus grand. « Penses-tu que tout le monde est aussi sale que toi ?» dit-elle d'une voix basse et froide. « Daniel est un homme décent.
Il m'a aidé parce qu'il a vu une injustice. Quant à toi, tu peux vivre avec tes pensées malades et tordues pour le reste de ta misérable vie. Oh, et encore une chose, ajouta-t-elle. Cet emprunt de 30 000 $ que tu as contracté auprès d'un usurier pour acheter des cadeaux à Tiffany. J'ai trouvé le contrat de prêt que tu avais caché sous la doublure dans ton placard à chaussures. J'en ai des photos. Si jamais tu m'ennuies, moi ou ma famille à nouveau, j'enverrai des copies à la société de crédit et à la police. Voyons comment tu t'en sortiras. Toute couleur quitta le visage de Mark. Son secret le plus sombre, celui qu'il craignait le plus, Sarah le connaissait depuis le début. Toi? Depuis quand le sais-tu? Depuis que tu as commencé à agir bizarrement. Je n'ai rien dit parce que je voulais te donner une chance de revenir en arrière, mais tu as choisi de foncer droit dans le ravin. Je ne vais pas t'arrêter. Sur ce, Sarah se dirigea vers sa voiture, démarra le moteur et s'éloigna à toute vitesse, laissant derrière elle la maison pleine de tempêtes, l'homme hurlant de rage désespéré et 2 personnes âgées commençant à peine à réaliser la véritable tragédie de leur famille. Sarah conduisait sans destination. Elle suivait la route longeant les rives du lac Champlain. L'eau était calme, sa surface d'un gris terne et mélancolique sous le ciel bruineux. La pluie commença à tomber plus fort, et finalement, ses larmes commencèrent à couler aussi. Elle sanglotait, le son étouffé par le tambourinement de la pluie contre le pare-brise. Elle souffrait. Bien sûr qu'elle souffrait. 5 ans de sa jeunesse, d'amour, de confiance et d'espoir, tout cela partit en fumée. Elle avait gagné la bataille contre la maîtresse et ses beaux-parents, mais qui allait guérir la blessure de son cœur? Elle se gara sur le bas-côté de la route, posa son front sur le volant et pleura comme une enfant. Son téléphone sonna. Essuyant ses larmes, Sarah regarda l'écran. C'était un numéro inconnu, mais très beau, se terminant par 8888. Elle hésita un instant, puis répondit. Allô? Sa voix était encore étranglée par les larmes. Sarah Miller, ici Maître Davis, l'avocat de Daniel. Je représente Northstar Media dans cette affaire. Le PDG Henderson m'a demandé de vous contacter. Oui. Bonjour, Maître Davis. Que puis-je faire pour vous? Sarah essaya de se reprendre. M. Henderson suggère que vous preniez une semaine de congé payé pour vous stabiliser. Quant à Mark, l'entreprise a officiellement mis fin à son contrat et se prépare à le poursuivre pour dommages à l'image de Mark. Cependant, l'avocat marqua une pause, un problème juridique est survenu concernant un bien commun que Mark a hypothéqué avec l'entreprise comme garant. Pourriez-vous me rencontrer un instant? C'est très important et cela affecte directement vos droits dans le divorce. Sarah fronça les sourcils. Un bien commun hypothéqué? Elle ne se souvenait pas qu'ils aient jamais hypothéqué quoi que ce soit. La maison appartenait à ses beaux-parents. À moins qu'un sentiment terrible l'envahît. Qu'est-ce que Mark avait fait dans son dos? Oui, j'arrive tout de suite. Où devons-nous nous voir? Au Starbucks en face du bureau. Je vous attends. Sarah raccrocha. Elle se regarda dans le rétroviseur. Ses yeux étaient gonflés, son mascara légèrement coulé. Elle s'essuya le visage et remit du rouge à lèvres. La guerre n'était pas finie. Elle venait d'entrer dans une nouvelle phase, une guerre d'argent et de droit. Mark n'était pas seulement un tricheur, c'était un parasite économique. Et Sarah savait que si elle ne faisait pas attention, elle perdrait non seulement son mari mais se retrouverait également accablée par une montagne de dettes. Très bien, Mark. Si tu veux jouer jusqu'au bout, je ferai de même. Sarah mit la voiture en marche et s'élança sous la pluie. Pendant ce temps, dans un bar miteux, Tiffany était blottie dans un coin, l'empreinte de la main de Mark encore visible sur sa joue. Son propriétaire venait de l'expulser, et son compte bancaire avait été gelé dans le cadre de l'enquête de l'entreprise sur des notes de frais frauduleuses qu'elle et Mark avaient complotées ensemble. Tiffany faisait défiler les commentaires haineux à son sujet sur Internet, la fureur brûlant dans ses yeux. Sarah Miller, tu m'as poussé dans mes derniers retranchements. Tu penses avoir gagné? Si je perds tout, tu n'auras pas un jour de paix non plus. Elle composa un numéro enregistré dans son téléphone sous le nom de S. Allô, S, c'est Tiffany. J'ai un bon tuyau pour toi. C'est à propos de la femme de Mark. Elle possède environ 50 000 $ en liquide. Si tu veux récupérer la dette de Mark, tu devrais t'en prendre à elle. Je t'envoie la localisation de sa voiture. La véritable tempête, une tempête de violence et de sombres complots se préparait discrètement,
se dirigeant droit sur Sarah juste au moment où elle pensait avoir échappé au bourbier. Le Starbucks, situé au carrefour le plus fréquenté du centre-ville de Burlington, face à North Star Media, était un refuge chaleureux contre la pluie froide. Sarah entra, secouant son parapluie mouillé. La climatisation la fit frissonner, ou peut-être était-ce le malaise qui lui nouait l'estomac. Maître Davis était dans un coin tranquille, un dossier épais sur la table devant lui. Assis à côté de lui, étonnamment, se trouvait Daniel Evans. Sarah s'arrêta un instant. Pourquoi Daniel était-il ici? Asseyez-vous, dit Daniel en premier, sa voix calme et rassurante. C'est moi qui ai demandé à Maître Davis d'examiner vos dossiers. Certaines choses impliquant la sécurité numérique et la loi sont liées. J'ai pensé que vous deviez savoir. Sarah s'assit et commanda un thé chaud, ses mains jointes fermement sur la table pour cacher leur tremblement. Elle regarda les deux hommes, sentant que les nouvelles qu'elle allait recevoir n'étaient pas bonnes. Allons droit au but, dit Sarah. Maître Davis poussa le dossier vers elle, l'ouvrant à une page avec un sceau rouge frappant. Mademoiselle Miller, êtes-vous au courant de ce prêt? Sarah prit le papier. C'était un contrat de prêt avec une société financière privée, une façade pour un usurier. Le montant était de $100 000. Les garanties listées étaient sa Subaru Outback et un acompte sur un condo de luxe dans lequel ils avaient prévu d'investir l'année dernière. Le plus terrifiant se trouvait en bas de la page, la signature de Sarah Miller. Ça? Sarah fixa le papier, sa voix lui faisant défaut. Je n'ai jamais signé ça. La signature ressemble à la mienne, mais ce n'est pas la mienne. Je sais. Maître Davis hocha la tête d'un air sombre. C'est une contrefaçon. Il y a 3 mois, Mark a utilisé vos informations personnelles et a imité votre signature pour contracter ce prêt. Le but déclaré était un investissement commercial, mais notre enquête montre que l'argent a été viré sur divers comptes personnels pour couvrir des dettes de jeu et des achats de luxe. Le jeu? Murmura Sarah, sentant le sol se dérober sous elle. Elle savait que Mark aimait parier, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il irait aussi loin. $100 000 était une somme colossale. Le problème, intervint Daniel en tournant son ordinateur vers elle, c'est que ce contrat contient une clause. Si l'emprunteur fait défaut ou perd son emploi, le prêteur a le droit de saisir les garanties immédiatement sans ordonnance du tribunal. En d'autres termes, votre voiture et vos économies pour le condo sont, juridiquement parlant, entre leurs mains. Quel salaud! Sarah frappa la table de sa main, des larmes de rage perçant ses yeux. Il m'a vendu. Il m'a trompé pour me faire signer des papiers vierges glissés dans des documents d'assurance, en me disant que c'était une mise à jour de routine. Je lui faisais confiance. La sottise de cette confiance était le prix le plus élevé qu'elle ait jamais payé. Il finançait sa liaison avec sa sueur et ses larmes, avec toute sa sécurité financière. Alors, que dois-je faire maintenant? Je n'ai pas signé. Puis-je le poursuivre pour fraude? Demanda Sarah d'un ton pressant. Vous pouvez, répondit Maître Davis. Mais le processus de vérification d'une signature contrefaite prend du temps, peut-être des mois. En attendant, ses créanciers n'attendront pas. Cette société appartient à Scarface, un usurier notoire dans cette région. Ils n'agissent pas selon la loi. Ils ont leurs propres règles. Juste à ce moment, le téléphone de Sarah vibra violemment. Un numéro inconnu. Elle regarda l'écran, puis Daniel. Il hocha la tête, lui faisant signe de répondre sur haut-parleur. Allô, c'est Sarah. La voix grave et rocailleuse d'un homme grésilla dans le haut-parleur. Ici est-ce, je parie que vous savez que votre mari me doit une jolie petite somme. Je ne vous ai pas emprunté d'argent. La personne qui l'a emprunté devrait être celle qui le rembourse, rétorqua Sarah, essayant de garder une voix ferme. Ah! Vous avez la langue bien pendue. Mais votre nom et votre signature sont au bas du contrat. Votre mari est un perdant fauché et déshonoré maintenant. Ce n'est pas lui que je cherche, c'est vous. J'ai entendu dire que vous aviez 50 briques en liquide et que vous conduisiez ma voiture. Apportez-les au 88 Park Street. Maintenant. Ne me forcez pas à venir vous chercher. Ce ne serait pas plaisant. Je vais appeler la police. Allez-y. Les flics arrivent, je leur montre le contrat de prêt. C'est une affaire civile. Mais écoutez, Sarah, la route est longue d'ici jusque chez vos parents à Montpellier. Des routes sinueuses, un temps pluvieux. Ce serait dommage que votre voiture tombe en panne au milieu de nulle part.
La menace était flagrante. Il savait où vivaient ses parents. Il connaissait son itinéraire. Vous me suivez? Disons qu'un petit oiseau m'a dit où regarder. Cette fille Tiffany a dit que vous aviez ruiné sa vie, alors elle m'a pointé dans votre direction. TSK. Les femmes peuvent être si cruelles entre elles. Clic, il raccrocha. La main de Sarah devint toute molle. Tiffany. C'était encore Tiffany. Elle ne voulait pas seulement lui voler son mari et sa réputation, elle voulait pousser Sarah vers la mort, utilisant ses brutes comme arme. Ils savent que je prévoyais d'aller à Montpellier, dit Sarah, le visage pâle. Ils vont bloquer la route. La mâchoire de Daniel se crispa. Il tapa furieusement sur son clavier, accédant au système interne de suivi des véhicules de l'entreprise. Votre voiture? Je soupçonne Marc d'y avoir placé un traceur GPS, et maintenant Tiffany a donné l'accès à S, donc, je dois abandonner la voiture. Non. Daniel se leva, le regard résolu. Si vous le faites, ils iront simplement chez vos parents. Nous devons débusquer le serpent et régler cela ici et maintenant. Il se tourna vers Sarah. Est-ce que vous me faites confiance? Sarah regarda l'homme devant elle. Ce n'était qu'un collègue, mais dans cet ouragan, il était la seule bouée de sauvetage qu'elle avait. Je vous fais confiance. Bien. Voici le plan. 30 minutes plus tard, la Subaru Outback rouge de Sarah sortit du parking du centre-ville et s'élança sous la pluie, se dirigeant vers l'autoroute à la sortie de la ville. Sarah serrait le volant, les articulations blanchies. Le siège passager était vide, à l'exception de son sac à main. Mais elle n'était pas seule. Un imposant pick-up Ford rangé noir la suivait discrètement à environ 50 mètres. C'était le camion de Daniel. Daniel parlait via son oreillette Bluetooth, sa voix calme étant une présence constante. Maintenez votre vitesse. Je suis juste derrière vous. Ma caméra de bord enregistre en haute définition. Maître Davis est avec moi, il est au téléphone avec le chef de la police. Je comprends, mais j'ai peur. Ne le soyez pas. Ce ne sont que des vautours. Vous êtes vivante, et vous êtes plus forte qu'eux. Suivez l'itinéraire. Prenez la route de service derrière le stade. C'est désert, mais la ville vient d'y installer de nouvelles caméras de sécurité. Sarah déglutit péniblement et tourna le volant. La route de service était vide. Des deux côtés se trouvaient des terrains vagues envahis par les herbes. Soudain, deux motos, avec chacune deux passagers, surgirent d'une ruelle latérale, leur moteur hurlant alors qu'elles bifurquaient pour lui barrer la route. Par derrière, un SUV noir délabré se rapprocha, l'encerclant. Le piège s'était refermé. Ils sont là, Daniel, s'écria Sarah, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Arrêtez la voiture. Verrouillez les portes. Ne baissez la vitre sous aucun prétexte. Lancez une diffusion en direct privé et partagez le lien avec moi et Maître Davis. Maintenant. Sarah écrasa les freins. La voiture dérapa sur la chaussée mouillée avant de s'immobiliser. Immédiatement, les brutes sautèrent de leur moto. Le chef était un homme imposant et chauve avec une longue cicatrice allant de sa paupière à son menton. Scarface et s'il s'approcha de la vitre côté conducteur, tapotant dessus avec la batte de baseball qu'il transportait. Eh bien, bonjour, jolie dame. Sortez de la voiture. Ayons une petite discussion amicale, ricana-t-il, révélant une rangée de dents tachées par le tabac. Sarah resta assise dans la voiture, braquant la caméra de son téléphone directement sur son visage. Elle parla à travers l'épaisse vitre, sa voix tremblante mais ferme. Je n'ai rien à vous dire. Écartez-vous de mon chemin, oh, une dure à cuire. Elle cracha au sol. Cette gamine de Tiffany avait dit que vous étiez spécial. Maintenant je le crois. Écoutez bien, votre mari vous a entubé, mais l'argent que je lui ai prêté était bien réel. Vous ne payez pas, je fracasse cette voiture et ensuite j'irai toucher deux mots à votre papa et votre maman. Il leva la batte d'un air menaçant. À l'intérieur, Sarah tremblait, une peur primaire la saisissant. Mais alors, l'image du visage arrogant de Tiffany et de la lâcheté de Marc traversa son esprit. Il voulait la détruire, la voir terrifiée et suppliante. Non, elle préférait mourir debout que vivre à genoux. Sarah appuya violemment sur le klaxon. Le hurlement déchira l'air chargé de pluie comme le cri d'un animal blessé qui riposte. Allez-y, fracassez-la. Hurla-t-elle à l'intérieur de la voiture.
Je suis en direct. Des milliers de personnes regardent. Touchez-moi, et vous irez en prison pour très, très longtemps. S hésita, voyant la caméra du téléphone pointée vers lui. C'était une brute, mais même lui savait éviter un scandale public qui attirait toute la force de la loi sur lui. À cet instant, les pleins phares du pick-up derrière eux s'allumèrent, aveuglant les malfrats. Daniel fit vrombir le moteur. Le Ford Ranger rugit comme une bête, fonçant vers les hommes qui entouraient la voiture de Sarah. Ils s'éparpillèrent. Daniel freina brusquement, garant son camion de manière protectrice devant la Subaru de Sarah. Il sortit sans armes, vêtu de sa tenue professionnelle décontractée, mais l'aura d'autorité qu'il dégageait domina complètement le groupe de gangsters. « Sale », dit Daniel, sa voix glaciale. « Un opérateur de grande envergure comme vous, réduit à racketter une femme en plein jour. » Il plissa les yeux, le reconnaissant. Quiconque appartenait au milieu des affaires de Burlington connaissait Daniel Evans, le génie de la technologie qui gérait la cybersécurité de la moitié des institutions majeures de l'État. « Qui diable êtes-vous pour chercher les ennuis, grogna S. Je suis le conseil juridique de Mademoiselle Miller, dit Monsieur Davis, sortant du camion son téléphone à la main. Je suis en ligne avec le chef Miller du département de police de Burlington. Voudriez-vous lui dire bonjour, S? Je peux vous mettre sur haut-parleur. En entendant le nom du chef de la police, le visage de S changea. Il comprit qu'il était tombé dans un nid de guêpes. Il avait entendu parler du scandale chez Northstar Media, mais il avait supposé que Sarah n'était qu'une épouse abandonnée sans personne pour la soutenir. Il n'avait jamais imaginé qu'elle disposait d'un tel appui. C'est bon, grogna S, en abaissant la batte. Il pointa Daniel du doigt, puis Sarah dans la voiture. Je laisse passer pour aujourd'hui. Mais une dette est une dette. On se verra au tribunal. Je vous en prie, répliqua Daniel. Nous sommes déjà en train de faire vérifier la signature falsifiée. Et au fait, dites à cette fille, Tiffany, que j'ai toutes les preuves qu'elle a fourni vos informations et incité à la violence. Dites-lui de se préparer à ses propres chefs d'accusation. S grogna, fit signe à ses hommes et se retira. Le bruit de leur moto s'estompa, laissant la route déserte dans le silence. Ce n'est que lorsqu'ils furent partis que Sarah osa ouvrir la portière de sa voiture. Ses jambes se dérobèrent et elle s'effondra sur le pavé mouillé, les larmes qu'elle retenait éclatant enfin. Sarah. Daniel se précipita à ses côtés pour l'aider à se relever. Sarah s'agrippa à son bras, sanglotant de manière incontrôlable. Toute la force qu'elle avait accumulée depuis le matin vola en éclats en sa présence. Ils allaient me tuer. Pourquoi? Que ai-je fait de mal? Pourquoi me traiterait-il ainsi? Daniel ne dit rien, se contentant de lui tapoter doucement le dos, la laissant libérer toute sa peur et sa douleur. Il comprenait. C'était elle dans ce qu'elle avait de plus vulnérable et de plus humain. Tu n'as rien fait de mal, dit doucement Daniel, sa voix grave étant une présence réconfortante sous la pluie. Tu as juste choisi la mauvaise personne à qui faire confiance. Mais c'est fini maintenant. Je suis là. Personne ne te fera plus de mal. Ces paroles, prononcées dans la pluie glaciale du Vermont, étaient comme une petite flamme réchauffant le cœur mourant de Sarah. Depuis l'intérieur du camion, Monsieur Davis les regardait et soupira. Il savait que le combat juridique à venir serait difficile, mais en voyant la façon dont Daniel protégeait Sarah, il avait le sentiment que cette femme ne serait pas vaincue. Ce soir-là, Sarah ne se rendit pas chez ses parents. Daniel l'emmena dans un condominium haut de gamme dans un nouveau quartier sécurisé. C'est l'une de mes propriétés d'investissement. Tu peux rester ici pour l'instant. J'ai changé le code de sécurité. Il y a tout le nécessaire, dit Daniel, posant une carte clé sur le comptoir. Mes parents vivent à quelques pâtés de maison d'ici. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Sarah s'assit sur le canapé, tenant une tasse de lait chaud. Elle regarda autour de cet appartement inconnu mais douillet, un sentiment de gratitude immense montant en elle. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demanda-t-elle en le regardant intensément. « Je ne suis qu'une collègue, et je suis impliquée dans un énorme scandale. » Daniel se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Il resta silencieux un long moment avant de se retourner vers elle, le regard sincère. « Parce qu'il y a 3 ans, quand j'ai rejoint l'entreprise, tout le monde m'évitait parce que j'étais trop brusque et sérieux. Tu as été la seule à partager ton déjeuner avec moi et à me donner des conseils pour m'intégrer. Tu as peut-être oublié, mais pas moi. » Sarah était stupéfaite.
Elle s'en souvenait maintenant. À l'époque, elle pensait que ce n'était qu'un petit acte de gentillesse envers un nouvel employé. Elle n'avait jamais imaginé que la graine de bienveillance qu'elle avait plantée deviendrait un arbre puissant, l'abritant dans la tempête. Merci. Repose-toi. Nous avons beaucoup à faire demain. Tiffany ne s'arrêtera pas là. Daniel partit et la porte se referma. Sarah s'allongea mais ne put dormir. Elle ouvrit son téléphone et se rendit sur sa page Facebook. À côté des messages de soutien, une nouvelle vague de commentaires vicieux était apparue, fouillant dans sa vie privée, fabriquant des histoires de liaison avec Daniel et accusant ce dernier d'avoir piégé son mari. Et elle savait exactement qui était derrière ces faux comptes. Dans un coin sombre de la ville, dans une chambre d'hôtel miteuse, Tiffany tapait furieusement, les cheveux en désordre, les yeux injectés de sang et délirant. Tu as peut-être échappé à S, mais tu n'échapperas pas à l'opinion publique, Sarah. Je vais faire de toi la sorcière infidèle la plus éhontée de tout cet état. Si je coule, tu coules avec moi. À côté d'elle, Marc était recroquevillé sous les couvertures, tremblant de manque et de peur. Il marmonnait dans son sommeil, « Sarah, sauve-moi ». Tiffany l'entendit et lui lança un regard de pur mépris. Elle cracha par terre. Espèce d'idiot inutile. Attends un peu. Je vais vous envoyer tous les deux en enfer. La guerre n'était pas finie. Elle était simplement passée d'une confrontation directe à quelque chose de plus insidieux, une guerre psychologique et la destruction de sa réputation. Et Sarah savait que pour gagner contre ces vautours, elle ne pouvait pas se contenter de se défendre, elle devait devenir la chasseresse. Le faible soleil du matin filtrait à travers les rideaux gris de l'appartement de luxe. Sarah se réveilla avec un mal de tête foudroyant après une nuit de sommeil agité, hantée par des cauchemars de battes de baseball et le rire maniaque de Tiffany. Elle chercha son téléphone, une habitude professionnelle. Mais aujourd'hui, la nouvelle, c'était elle. Dès qu'elle ouvrit Facebook, un flot de notifications l'envahit. La tendance s'était inversée. Une nouvelle vague d'indignation déferlait, mais cette fois-ci, elle était dirigée contre elle. Un long message décousu provenant d'un faux compte nommé La Vérité de Burlington, accompagné de photos habilement retouchées, était devenu viral. Le titre, rebondissement choc, l'épouse méprisée est la véritable méchante. Liaison avec le directeur informatique pour piéger le mari et voler les biens. L'article dressait un portrait totalement différent. Il affirmait que Sarah et Daniel entretenaient une liaison depuis des mois. Elle, innocent Marc, trop confiant envers sa femme, aurait été poussé dans les bras de Tiffany par la froideur de Sarah. Le message alléguait que Sarah avait orchestré tout le scandale de la vidéo pour humilier son mari, forcer le divorce, voler leurs biens et libérer la voie pour être avec Daniel. La preuve était une photo floue prise la nuit précédente montrant Daniel aidant une Sarah désemparée à entrer dans l'immeuble. L'angle faisait paraître son geste de soutien comme une étreinte romantique. Des milliers de commentaires affluaient, « Waouh, elle a l'air si innocente, mais elle est purement maléfique. » Donc ils trompaient tous les deux et elle a joué la carte de la victime. Le pauvre mari a perdu son travail et sa femme. La maîtresse n'était probablement qu'un pion dans son jeu. Boycotter Nordstar Media. Quel lieu de travail toxique. Sarah lut chaque mot. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, une fureur froide s'alluma dans sa poitrine, balayant toute faiblesse persistante. Tiffany ne voulait pas seulement la détruire, elle voulait entraîner Daniel, son sauveur, dans sa chute. Ce niveau de dépravation dépassait la décence humaine. On sonna à la porte. C'était Daniel, tenant 2 boîtes de burritos pour le petit déjeuner et un porte-café. Son visage était calme comme toujours, mais ses yeux étaient sérieux. « Tu as vu les nouvelles » dit-il en entrant. « J'ai vu » répondit Sarah, la voix de glace. Elle a dû envoyer quelqu'un nous suivre depuis le café hier soir. Plus que ça, dit Daniel, posant le petit déjeuner sur le comptoir et ouvrant son ordinateur portable. Je viens de retracer l'adresse IP de ce compte de La Vérité de Burlington. Elle provient d'un motel bon marché du centre-ville. Et devine quoi? Le numéro de téléphone prépayé utilisé pour activer le compte correspond à un numéro que Tiffany utilisait pour des appels clients il y a quelques mois. Il désigna la nourriture. Mange quelque chose. Ce sont les meilleurs burritos de la ville. Je vais m'occuper des ordures en ligne. Sarah regarda l'homme qui tapait furieusement pour elle et secoua la tête. Non, Daniel. Tu en as trop fait. Cette fois, je ne peux pas te laisser subir les critiques à ma place. Ils attaquent ta réputation pour m'atteindre. Je dois m'en charger moi-même.
Elle s'assit en face de lui, les yeux flamboyants. Peux-tu m'aider à installer un studio de fortune ici même? Je veux faire un direct. Pas pour me défendre, mais pour déclarer la guerre. Un petit sourire d'appréciation toucha les lèvres de Daniel. Il admirait sa force. Ce n'était pas de la vantardise, c'était le courage de quelqu'un poussé à bout qui avait décidé de riposter. C'est fait. Je vais t'installer le meilleur équipement de streaming avec une connexion sécurisée, et je modérerai les commentaires pour toi. Mais qu'allais-tu dire? Sarah but une gorgée de café noir amer, ses yeux sombres et profonds. Je vais leur donner la vérité. Pas une partie, la totalité. Y compris cet accord de prêt falsifié. 20h heure de pointe pour les réseaux sociaux. Sur la page Facebook personnelle de Sarah Miller, restée silencieuse pendant 2 jours, un direct commença soudainement. Le titre, à Tiffany, Marc, et ceux qui se cachent dans l'ombre, je suis prête à parler. En 5 minutes, le nombre de spectateurs monta en flèche au-delà de 10 000, puis 20 000. Toute la ville de Burlington semblait regarder. Sarah apparut à l'écran. Elle n'était ni échevelée ni en larmes. Elle portait une robe noire simple mais élégante, ses cheveux soigneusement tirés en arrière, son maquillage net et professionnel. Elle dégageait une aura de puissance et de grâce. Bonsoir à tous. Je suis Sarah Miller, commença-t-elle, la voix ferme et claire. Ces 2 derniers jours, je suis restée silencieuse. Je me suis tue car je croyais qu'après la révélation de la vérité dans mon entreprise, ceux qui avaient mal agi éprouveraient des remords ou auraient au moins la décence de s'arrêter. J'avais tort. Faire preuve de clémence envers les méchants, c'est être cruel envers soi-même. Elle brandit un dossier épais. Aujourd'hui, des rumeurs disent que j'ai eu une liaison, que j'ai piégé mon mari pour voler ses biens. Alors, parlons de biens. Sarah montra à la caméra l'accord de prêt falsifié de $100 000. Daniel, derrière la caméra, fit un zoom. Ceci est un accord de prêt de $100 000 avec un taux d'intérêt exorbitant signé il y a 3 mois. L'emprunteur est mon mari, Marc Miller, et le co-signataire, ironiquement, c'est moi avec une signature que je n'ai jamais écrite. La section des commentaires explosa, oh mon Dieu, il a falsifié sa signature pour $100 000? C'est passible d'une sérieuse peine de prison. Donc c'est le mari qui coulait sous les dettes et qui a essayé de la piéger. Sarah continua, sa voix gagnant en force. Où est allé cet argent? Il n'a pas été investi. Il a été utilisé pour alimenter une addiction aux paris sportifs en ligne et pour acheter des cadeaux de luxe à sa jeune maîtresse, la même personne qui joue la victime sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle afficha un relevé bancaire que Daniel avait récupéré sur le compte cloud non sécurisé de Marc. Le 14 janvier, un virement de $5 000 avec la note « Sac Louis Vuitton pour mon chaton ». Chaton est le surnom de Tiffany Jones. Le 20 janvier, un virement de $2 000, recharge compte VIP. Et le point culminant, hier, alors que je quittais la maison de mon mari avec pour tout bagage les vêtements que je portais, j'ai été prise en embuscade par un groupe de voyous qui ont menacé ma vie pour recouvrer cette dette même dont je ne savais rien. Sarah diffusa les images de la caméra de bord du camion de Daniel. La scène de S. le balafré avec sa batte de baseball et son propre visage terrifié à l'intérieur de la voiture était brute et d'un réalisme effrayant. Vous dites que j'ai une liaison avec Daniel Evans. Oui, il était là. Pas pour un rendez-vous. Lui et mon avocat étaient là pour me sauver la vie face au collecteur de dettes que mon propre mari et sa maîtresse ont lancé contre moi. Elle regarda directement la caméra, le regard perçant. Marc, Tiffany, je sais que vous regardez. Pensez-vous pouvoir me détruire avec des faux comptes et l'opinion publique? Vous vous trompez. Je ne suis pas une bougie vacillant au vent. Je suis un feu de forêt. Plus vous essayez de m'éteindre, plus je brûlerai fort. Et ceci est mon dernier avertissement, j'ai soumis toutes les preuves de falsification, de calomnie et de menaces de mort à la police. Des mandats d'arrêt seront émis demain. Profitez bien de vos dernières heures de liberté. Sarah termina le direct par un acte décisif. Elle prit sa photo de mariage encadrée et la déchira en 2 juste devant la caméra. Notre mariage est fini. Désormais, nous nous verrons au tribunal. L'écran devint noir. Sarah s'enfonça dans le canapé, laissant échapper un long soupir tremblant. Daniel lui tendit un verre d'eau. Tu as été incroyable. Que penses-tu qu'ils vont faire maintenant? Demanda Sarah, le regard lointain. Ils vont se retourner l'un contre l'autre, dit Daniel. C'est ce que font toujours les rasaculés.
Dans la chambre d'hôtel miteuse, Mark et Tiffany fixaient l'écran éteint du téléphone. Le silence était étouffant. Nous sommes morts. Nous sommes morts, Mark rompit enfin le silence, jetant le téléphone contre le mur. Elle a la signature falsifiée. Elle a appelé les flics. Il se prit la tête, se balançant d'avant en arrière comme un fou. Il connaissait la sévérité des peines pour fraude, sans parler de la dette de $100 000 envers S, que Sarah avait maintenant publiquement désavouée. S ne serait pas clément. Tiffany restait prostrée dans un coin, le visage cendré. Sa campagne de dénigrement s'était retournée contre elle de façon spectaculaire. L'opinion publique avait basculé, et maintenant Internet était inondé d'insultes venimeuses pour la briseuse de ménage et son amant lâche. « C'est de ta faute !» Mark se jeta sur Tiffany, la secouant violemment. « Tu m'as dit de contracter ce prêt. Tu as dit que nous revendrions cette propriété et doublerions notre argent. Maintenant l'argent a disparu, dépensé dans tes vêtements et tes sacs, et tu as envoyé S à ses trousses. Tu m'as ruiné. »« Lâche-moi » hurla Tiffany, le griffant. « C'est toi qui es pitoyable. Tu profitais de l'argent quand il coulait à flot. C'est toi qui la voulais morte pour pouvoir toucher l'assurance vie. » Vlan. La gifle de Mark fit chanceler Tiffany, sa tête frappant le cadre du lit. Du sang coula sur son front, mais elle ne pleura pas. Ses yeux étaient sauvages. Elle saisit un couteau à fruits sur la table de nuit et le pointa vers lui. « Touche-moi encore, et je te tue. Nous coulons tous les deux de toute façon. Je t'emmène avec moi. » La pièce sombra dans le chaos. Les deux personnes qui s'étaient autrefois murmuré des promesses étaient maintenant à la gorge l'une de l'autre. Boum. 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 Un martèlement de tonnerre contre la porte les figea tous les deux. « Police. Ouvrez. » Mais ce n'était pas la police. Mark reconnut instantanément la voix. C'était l'un des hommes de SS avait vu le direct. Il savait que l'argent avait disparu. Et plus important encore, il savait où il se trouvait. Marquis, Tiffany, ouvrez. J'ai entendu dire que vous essayiez de filer sans payer l'addition. La porte fragile trembla sous la force des coups de pied. Mark regarda la fenêtre. 3e étage. Sauter signifierait des os brisés. Rester signifierait quelque chose de pire. Le balcon. Nous pouvons passer dans la chambre d'à côté, chuchota Tiffany, se précipitant vers lui. Mark suivit, mais la pluie avait rendu la rampe glissante. Ses mains tremblaient. Fracas. La porte vola en éclats. S et 3 de ces hommes firent irruption. Voyant ces deux débiteurs suspendus au balcon, S gloussa et s'assit, allumant une cigarette. Laissez-les grimper. S'ils tombent, ça m'évite de la peine. Je n'aurai qu'à appeler un camion poubelle pour les ramasser. Mark regarda la ruelle sombre en dessous, puis les prédateurs qui attendaient dans la pièce. Il fut envahi par un désespoir total. Sa vie, telle qu'il la connaissait, était finie. Le lendemain matin, Burlington se réveilla avec une nouvelle choquante. Une bagarre dans un motel du centre-ville s'était terminée par le transport de 2 individus à l'hôpital avec de multiples blessures après une chute du toit du 2e étage alors qu'ils fuyaient un groupe de collecteurs de dettes. À l'hôpital, Mark était allongé dans un lit, la jambe et le bras dans le plâtre, le visage gonflé et tuméfié. Tiffany était dans le lit adjacent avec une jambe cassée et de graves contusions. Mais leur douleur physique n'était rien comparée aux documents qu'un officier de police posa sur leur table de chevet, des mandats pour leur arrestation immédiate, à exécuter dès que leur état de santé serait stable. Mark fut accusé de fraude criminelle et de falsification. Tiffany fut accusée de complicité avec des chefs d'accusation supplémentaires pour calomnie et harcèlement. Sarah se tenait dans le couloir de l'hôpital, les regardant à travers la vitre. Elle portait un simple trench beige, paraissant élégante et posée. « Voulez-vous entrer et dire quelque chose ?» demanda M. Davis, debout à ses côtés. Sarah regarda les deux silhouettes bandées qui gémissaient dans leur lit. La haine avait disparu, remplacée par un étrange sentiment de paix. Elle ne se sentait pas triomphante, seulement une profonde tristesse pour ces personnes qui s'étaient détruites par leur propre cupidité et leur malveillance. Ce n'est pas nécessaire. Sarah secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. J'ai dit tout ce que j'avais à dire lors du direct. Maintenant, ils ne sont que des prévenus dans une affaire où je suis la plaignante. Je n'ai pas l'habitude de parler aux criminels. Elle se détourna et s'éloigna, le bruit de ses talons claquant de manière rythmée sur le linoléum.
Son téléphone vibra. C'était un SMS de Daniel, tout est réglé. Je t'attends à l'entrée. Le temps est magnifique aujourd'hui. Et si on allait manger des crêpes au bord du lac? Sarah regarda par la fenêtre. La pluie s'était arrêtée. Le ciel au-dessus de Burlington était d'un bleu clair et éclatant. Oui, j'arrive, répondit Sarah par SMS, ses pas s'accélérant vers la sortie. Elle avait gagné. Elle avait retrouvé sa dignité, protégé ses biens et, plus important encore, elle s'était retrouvée elle-même une version plus forte et plus sage. Mais il restait une dernière chose à faire pour clore ce chapitre, une rencontre qu'elle redoutait ses ex-beaux-parents. Il fallait les affronter, non par rancœur, mais pour couper définitivement et totalement les liens de son ancienne vie. 3 mois plus tard, le printemps du Vermont avait fait place au soleil éclatant du début de l'été. Aujourd'hui était le jour du prononcé de la sentence. Sarah sortit du palais de justice, prenant une grande inspiration d'air chaud et libre. Le verdict fut conforme aux attentes. Mark Miller fut condamné à 7 ans de prison pour fraude et falsification. Il fut également tenu pour seul responsable de la dette de $100 000. Tiffany Jones reçut 2 ans de mise à l'épreuve pour son rôle de complice et pour calomnie. Sa réputation dans la petite ville était irrévocablement détruite. C'est fini, Sarah, dit Monsieur Davis en lui serrant la main. Le divorce est finalisé. Vous êtes une femme libre. Merci pour tout, dit Sarah, les yeux pleins d'une sincère gratitude. Elle vit le fourgon de transport pénitentiaire qui attendait. À travers la fenêtre grillagée, elle aperçut le regard vide et vaincu de Mark. Il la regarda, non pas avec haine, mais avec un regret profond qui brise l'âme. Sarah ne ressentit rien. Il n'était plus qu'un étranger désormais. Une leçon coûteuse apprise. Où allons-nous maintenant? Retour au bureau pour fêter ça, demanda Daniel, qui l'attendait sous un érable en fleurs. Sarah secoua la tête. J'ai une dernière chose à faire. Un dernier adieu. Elle retourna sur Maple Street une dernière fois. La maison semblait désolée. Ses anciens beaux-parents semblaient avoir vieilli de 10 ans. En voyant Sarah, Hélène fondit en larmes et tomba à genoux, suppliant Sarah d'aider Mark, de demander une peine plus légère. Sarah se tint droite. Elle aida doucement mais fermement la vieille femme à se relever. Hélène, dit-elle, la voix douce mais résolue. Je ne suis pas son juge. La loi l'est. Il doit assumer la responsabilité de ses actes. J'ai traversé mon propre enfer à cause de lui. Je ne peux pas le sauver des conséquences qu'il a lui-même créées. Je vous souhaite la paix à tous les deux, mais mon voyage avec votre famille est terminé. Elle posa la vieille clé de la maison sur la table et sortit sans se retourner. Le soleil brillait sur son visage. Elle se sentait légère, détachée et libre. De retour chez Northstar Media, Sarah entra dans une réunion de stratégie. Toute la salle éclata en applaudissements spontanés et tonitruants. À la suite du scandale, la réputation de Sarah avait grimpé en flèche. Elle était perçue comme un symbole de force et d'intégrité. Elle avait été promue directrice du développement de contenu. Bienvenue, directrice Miller. La jeune stagiaire de ce matin fatidique, désormais employée à plein temps, l'accueillit avec un sourire radieux. Sarah lui rendit son sourire et prit place en bout de table. Merci à tous. Commençons. Aujourd'hui, je veux proposer une nouvelle campagne, les femmes et le pouvoir de l'autonomie. Je veux utiliser ma propre histoire pour en inspirer d'autres. Tandis qu'elle parlait, elle rayonnait d'une beauté qui ne venait pas du maquillage, mais d'un sentiment profond et inébranlable de valeur personnelle. Dans un coin de la salle, Daniel l'observait, le cœur comblé. Le feu en elle, autrefois presque éteint, brûlait maintenant plus fort que jamais. Ce soir-là, il se tenait au sommet du mont Mansfield, surplombant la ville alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et violettes. Daniel avait allumé un petit feu et il faisait griller des guimauves. Sarah, commença-t-il, la voix douce. J'ai attendu ce jour pendant longtemps. Le jour où tu serais libre de tout cela. Le jour où ton sourire atteindrait à nouveau tes yeux. Daniel, je suis divorcé. J'ai un passé compliqué, commença-t-elle, mais il lui prit doucement la main. Je n'aime pas ton passé, Sarah. C'est toi que j'aime. J'aime la femme qui s'est levée, qui s'est battue, qui a survécu. Tes cicatrices ne te rendent pas laide. Elles prouvent que tu es une battante. Il sortit une petite boîte. À l'intérieur ne se trouvait pas une bague en diamant,
mais un simple bracelet en argent avec une seule breloque, une minuscule flamme vacillante. Je ne peux pas te promettre une vie parfaite, dit-il. Mais je promets de marcher à tes côtés, d'être ton partenaire. Me laisseras-tu faire? Les larmes montèrent aux yeux de Sarah, mais c'étaient des larmes de joie. Elle avait autrefois pensé qu'elle ne ferait plus jamais confiance à un homme. Mais cet homme lui avait montré ce qu'était un véritable partenariat. Je n'ai pas besoin que tu me promettes le monde, murmura-t-elle, son sourire aussi brillant que le soleil levant. Promets-moi juste de marcher avec moi. Il glissa le bracelet à son poignet et l'attira dans une douce étreinte. Sous le vaste ciel étoilé du Vermont, deux âmes solitaires trouvèrent du réconfort l'une auprès de l'autre. Un an plus tard, Sarah se tenait sur la scène du gala annuel des femmes d'influence, recevant la plus haute distinction. Elle portait une superbe robe cramoisie, la couleur d'un phénix renaissant de ses cendres. Dans le public, Daniel tenait leur fille nouveau-née, la regardant avec une pure adoration. Avant de me tenir ici ce soir, commença Sarah, sa voix résonnant de confiance, j'étais une femme qui avait tout perdu. J'ai été trahie le jour de la Saint-Valentin. J'ai été humiliée et poussée au bord du gouffre. Je pensais que ma vie était finie. Mais le fond de l'abîme n'est pas un endroit pour mourir. C'est un endroit d'où l'on peut prendre son élan pour remonter. Nous, en tant que femmes, ne sommes pas nés pour être des ombres ou pour endurer la douleur au nom du sacrifice. Un mari peut vous trahir. Le monde peut vous juger. Mais tant que vous ne vous trahissez pas vous-même, vous trouverez toujours un chemin vers l'avant. N'ayez pas peur de briser ce qui est déjà cassé. Car c'est seulement en lâchant ce qui vous fait mal que vous pourrez libérer vos mains pour embrasser les belles choses qui vous attendent. La salle éclata en une ovation debout. Sarah regarda Daniel, qui lui fit un signe de pouce levé, les yeux brillants d'amour. Elle sourit. Dehors, un nouveau jour se levait sur Burlington, plus éclatant et plus beau que jamais. Sa vie ne faisait que commencer.